Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, envoie ta demande et on va te prendre ici en direct et tu vas raconter ton histoire. Ceux qui regardent sur YouTube, envoyez vos histoires au numéro WhatsApp. C'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Voilà. Donc, ceux qui ont des histoires à raconter, commencez déjà à envoyer vos demandes et vous allez monter, nous raconter vos histoires mystiques. Pas d'histoire romantique, s'il vous plaît. Pas d'histoire de oh, je sortais avec une fille dans mon quartier où elle était belle comme ça, après elle est morte. Il y a des histoires qui font pitié, mais ce n'est pas le but ici. On ne veut pas là pour raconter les histoires qui font pitié. Sinon, quelqu'un m'avait raconté comment il y a eu incendie chez lui, ça a brûlé tout le monde chez lui. Bon, c'est voilà, c'est un drame comme ça là. Paix aux âmes disparues, mais ce n'est pas notre but ici. On n'est pas là pour raconter ceux qui sont morts là. On est là pour raconter les histoires mystiques. Ça doit être mystique, ça doit avoir un truc spirituel dedans. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va très bien. Bon, ce soir, je vais raconter une histoire. Bon, c'est un peu amusant, puis en fait, ça avait aussi peur, quoi. C'était en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y avait un de mes amis, nous étions les grands mangeurs de chats du quartier. Quand on dit chat seulement, là, tous les techniques pour attraper les chats, nous on avait ça. Voilà, donc, comme ça, bon, moi j'ai vraiment... Il y a une télé derrière toi là, il faut un peu t'éloigner de la télé, bien éteindre la télé. Comment tu vas pas t'en poser? Allô? Je disais? Il y a la télé derrière toi, la télé. Je vais éteindre. Il faut éteindre s'il te plaît. Ouais, je disais non. Que nous étions les grands mangeurs de chats du quartier, tu vois. Si un chat, quelle que soit la position, nous allons attraper. Comment, genre, on avait toutes les techniques pour attraper les chats du quartier. Nous étions les grands mangeurs de chats. Donc, une nuit comme ça, bon, moi et lui, on vivait à 1 km. Il était 0 heure. On a cherché les chats dans le quartier, on n'a pas trouvé. Bon, moi, je vivais seul dans une villa. Mon vieux avait une villa, donc je vivais seul. Et tous étaient à la capitale, moi, j'étais dans la villa. Une grande maison. Donc, moi, je partais. Il y avait un souci d'électricité. Arrivé chez moi, bon, il m'a accompagné devant la porte, il s'est retenu. Arrivé, dès que moi je voulais rentrer dans la maison, net, je vois le chat devant la porte. Le chat en train de manger, arrête de poisson. Il dit, ah. Donc, je me suis retenu pour appeler mon gars, mettre une stratégie pour attraper le chat. Il vient l'appeler, on revient où le chat n'est plus là. Il dit, bon, comme le chat n'est plus là, moi je sais pas pourquoi le chat est venu m'attendre devant ma porte. Et puis je viens, il me regarde et puis il bouge pas. Si c'est comme ça, moi j'allais dormir chez toi. Bon, pendant ce temps-ci, il y avait un souci d'électricité. Donc, en marchant, on arrive vers un arbre, on avait une petite fille comme ça, une petite fille. Étant curieux, et puis il était déjà 1 h du matin, on s'est approché de la fille. Moi, j'avais le téléphone dans ma main, je n'avais pas allumé la torche. Donc, mon ami, il était curieux, il dit, ah, ma petite, où vas-tu à cette heure? Elle répond pas. Où vas-tu à cette heure? Elle répond pas. On veut la toucher aussi, on n'arrive pas à la toucher. Vous voyez, problème. Donc, mon ami, pendant que mon ami discutait, moi-même, j'avais déjà froid, j'ai eu peur, il dit, tiens. C'est bizarre, hein? Donc j'ai essayé d'allumer la torche. Quand il a allumé la torche dans le visage de la fille, tous ses cheveux, on voit pas le visage est flou et puis ses cheveux sont remplis sur elle comme ça. Donc dès que moi j'ai vu la, moi elle décollé en même temps, j'ai pris la fille. Arrivé à au moins 400 mètres de mon ami, quoi, il a crié que ah, la fille que tu l'as causée, elle là, elle n'est pas humaine. Hein. D'ici il va se rendre compte là, non. Donc on est descendu, on avait un féticheur dans notre quartier. Hein. On allait l'appeler. Lui, il dit non, pourquoi on a laissé la fille là partir? Que nous, on n'a qu'à aller attraper la fille là. Lui, il a besoin des cheveux de la fille là. Que nous, on n'a qu'à aller attraper dans le noir là. Donc, nous, on marchait devant la fille. Devant nous, comme ça, la nuit, la fille là a disparu. Donc, nous, on a commencé à parler. On a commencé à lancer des cris de guerre pour dire que non, on n'a pas peur. Que si elle est femme, elle n'aura venir, elle n'aura venir. Donc, ce jour-là, il devait dormir chez mon ami. Pendant la nuit là, la chose là est venue derrière nous. Là, commençais à gratter la porte, genre marcher sur les toits. Bon, moi, j'avais pas peur parce que là, moi, j'ai dormi au mur. Moi, mon ami, il était en face de la porte. Moi, me dit quoi? Si la chose là doit casser la porte pour rentrer là, le temps, il va finir de manger. Moi, mon ami là, moi, il fui pour laisser mon ami dans la maison. Donc, lui, il était inquiet. Moi, il n'avait pas peur. Moi, me dit qu'il a dit, ils vont finir de le manger là, moi, il fuit. Donc, on est là, la chose là gratte la porte, ça a fait des cris bizarres, on crie dans la maison, on prend les assiettes, on tape. Bon, moi, j'ai ri, mon ami, là, lui prenait ça trop sérieux. Lui, il a peur. Moi, il n'a pas peur parce qu'il a.
Moi, moi, je sais qu'il ne faut pas me manger premier. Moi, je sais qu'il sait couvrir. Ça doit me manger, ça doit le manger d'abord. Donc, on a fait tout le brûlage, on ne nous laisse pas. Le féticheur, on l'appelle. Lui aussi, il avait une fille dans la maison. Il a une fille dans la maison, on l'appelle. Lui, il va décrocher. Que nous, on est dans les problèmes, on transpire. Tu vois, on a lutté jusqu'à la chose n'avait pas parti. Donc, on a essayé de faire quoi? On a pris les assiettes, les mamites de la maison, on a commencé à limer sur le sol. Pour que le bruit, là, ça puisse interpeller les personnes. On fait tout ça, la chose n'avait pas. Donc, arrivé à un certain moment, les gens du quartier ont commencé. Genre, il y a un monsieur qui est sorti. Il est venu dire, mais vous tapez les assiettes, pourquoi? Il dit, mais il y a un truc qui a gratté notre pote, on ne comprend pas, on sort. Il dit, lui, il n'a rien vu. Donc, c'est du quoi, peut-être c'est quelqu'un qui veut nous effrayer. Donc, on est rentré encore. Non, cette fois, c'était plus grave. La chose a marché sur les toits. Ça marchait sur les toits. Et puis, l'on dit, mais quand on est sorti, on voit sur la porte à des gens, des griffes même des personnes, non, hein? C'est comme s'ils étaient venus en groupe même sur nous parce que gens, on a dit qu'on n'avait pas peur de la chose là. Genre, moi, j'ai vu la chose là. Lui aussi, lui n'a pas vu. Pas moi, il est torché dans le visage de la chose. Moi, j'ai vu. C'était une petite fille qu'on on voyait pas genre, les yeux, on ne voyait pas les yeux. C'était trop bizarre. Moi, j'avais trop peur. Mais quand on est deux, moi, n'importe quelle situation, et puis c'est pas la première situation ici qui m'est arrivée, même chose comme ça. Mais quand il sait que je suis deux là, moi, il sait que si on finit de manger, moi, mon ami là, moi, il sait que moi, il est fui. Voilà, c'était mon histoire. Bon, c'est un peu trop long, donc j'ai essayé de raccourcir un peu pour ne pas trop perdre le temps, quoi. Donc, belle soirée à vous. Je suis dans les commentaires. Donc, tu es un chasseur de chats alors, monsieur Janowski. Grand chasseur de chats et nous, n'importe quelle situation. Donc, au quartier seulement, si tu as besoin d'un chat là, tu nous fais signe seulement. Tous les topos, tous les documents des chats. Jusqu'à maintenant, tu continues à chasser les chats. J'ai arrêté. Parce qu'il y a un de mes amis qui est devenu fou en voulant essayer de tuer un chat là. Il est devenu fou. Donc, depuis ce jour-là, on a arrêté. Yeah. Lui, c'est des gens, les gens du village même, ils nous quittaient même pour ça. Donc, ils ont envoyé un faux truc, un chat comme ça. Il a essayé de lapider le chat et le citron. On n'a pas eu le chat. Donc, depuis ce jour-là, quand ça a parlé, il est devenu fou. Il marche dans la rue comme ça, il est devenu fou. Donc, à notre tché, on a arrêté de moyer les chats. Hein. On a plus de temps de ça. Maintenant, on mange les poulets. D'accord, merci pour l'histoire. C'est gentil. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais raconter une petite histoire, hein, puis je vais revenir après. D'accord. Bon, je vais le nommer. C'est l'histoire d'un jeune je vais appeler Léon. Je ne sais même pas si j'ai déjà expliqué ça ici. Je ne sais pas, je te pose une question. Je t'avais parlé de quelqu'un qui travaillait à l'ONU une fois ici? Non. Non, ok. Donc, c'est l'histoire de Léon. Mais avant ça, je vais te dire que il n'y a pas quelqu'un qui a plus peur de la mort que le sorcier. Le sorcier a tellement peur de la mort, autant il inflige la mort à tout le monde. Mais lui, il a tellement peur de la mort. Donc, c'est l'histoire de Léon. Léon, c'est un jeune homme, enfin, c'est un monsieur qui se cherche un peu partout dans la vie. Tout, c'est difficile. C'est pas facile, quoi, mais il est l'aîné d'une famille. Donc, un jour, son père vient le voir. Et puis, son papa lui dit, « Ah, mon fils Léon, je suis sorcier. Je t'ai déjà livré à ma confrérie. Ils vont te tuer bientôt. Donc, si tu as une solution, et tes frères aussi, si vous avez une solution, que chacun se cherche en fait, parce que toi, ta mort est imminente. » Donc, le lion essaie de demander un peu à son père. Bon, son père dit non, tu es mon fils, j'ai pas envie de te perdre et tout, voilà. Et c'est comme ça ils ont cherché, puis ils ont trouvé un camp de prière pour la délivrance. Et ils sont partis avec les frères et tout. Arrivé là-bas, c'est Léon seul qui c'est parce que c'est quelqu'un qui prie beaucoup et il a vraiment de l'amour, de la pitié pour son papa. Mais les autres frères étaient fâchés, surtout le dernier qui disait que quelque chose, ce qui va se passer, même si son papa dit qu'il a été délivré et tout, lui va tuer son papa. Donc le serviteur de Dieu essaie de d'abord arranger les problèmes de famille, même avant de commencer les histoires de délivrance et tout. Donc on interroge le vieux. Le vieux, il vient là, il dit non, comme il a dit à son fils que voilà, je l'ai livré parce que j'étais obligé. Et que le calendrier est déjà tracé, il va bientôt mourir, mais c'est mon fils, je l'aime, je ne veux pas qu'il meure. Présenté ainsi, là, c'est intéressant. Voilà, donc du coup,
Au moment où on interroge le vieux, c'est là on se rend compte qu'en fait, le vieux est en train de mentir. Il a son fils Léon, là. Il y a longtemps, il veut tuer l'enfant. Sauf que, comme je dis souvent, il y a des gens que Dieu a mis la main sur eux, particulièrement, on ne peut pas les tuer facilement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il gâte tout ce que son fils entreprend. La première raison, c'est parce que dans le camp de sorcellerie là-bas, il doit, puisqu'il a mangé plusieurs fois, et à chaque fois qu'on lui demande de tuer son fils, quand il s'en va essayer, il n'arrive pas. Quand on lui demande d'envoyer son fils, quand il s'en va essayer, il n'arrive pas. Donc, il devait de la viande d'un militaire, et puis il devait la viande d'un professeur. Entre-temps, Léon lui-même, dans sa vie, là, son truc, c'est soit être militaire, soit être enseignant. Mais s'il est militaire ou s'il est enseignant, son père sera obligé de rembourser la dette qu'il a contractée dans le monde de la sorcellerie là-bas. Et alors qu'en âme et conscience, il sait qu'il ne moyen pas son fils. Quels que soient tous les plans qu'il met sur pied pour éliminer son fils, il n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois que l'enfant présente un concours, soit de corps habillé, il le fait échouer. Ou s'il présente un concours de l'enseignement, il le fait échouer. Et c'est dans le cas, en fait, maintenant, ils vont se rendre compte qu'en fait, le père, lui, il est venu blaguer l'enfant. C'est parce que, justement, comme il devait depuis très longtemps, et qu'il n'arrivait pas à donner la viande de son fils, du coup, ses acolytes de l'autre côté, malgré qu'il soit le chef, malgré qu'il soit le sniper du groupe, eux, ils ont commencé à dire non, tu vas quand même pas manger notre viande, et puis toi, à chaque fois qu'on va te dire de donner ton fils, tu vas nous tourner autour. Donc, ils l'ont attaqué. Et quand ils l'ont attaqué, il a pu éliminer un d'entre eux. Mais après, à chaque fois, il était victime maintenant des pièges et tout. Donc, il ne savait pas s'il allait pouvoir tenir pendant longtemps. C'est la raison pour laquelle il est venu dire à son fils, mais en se faisant passer pour un héros devant son fils, il dit que non, viens, on va laisser faire délivrer. Alors qu'au fond, c'est pour se sauver lui-même la vie, puisque s'il n'est plus dedans, ils vont pas lui réclamer la viande qu'il leur doit. Tu vois? Et donc, c'est comme ça. D'abord, et puis, il y a une fois aussi, déjà, la dernière fois qu'il a tenté d'attenter à la vie de son fils, le fils en question, il s'était marié et il a eu un enfant. Et il appelle son père pour dire, ah, ma femme a accouché ton premier petit-fils, est-ce que tu peux venir voir l'enfant et tout? Le père fait le déplacement, il trouve son fils dans la ville où il travaille en tant que pompiste de l'ONU. Le vieux arrive là-bas, le fils est content, et le vieux voit son petit-fils, il est content, en fait, semblant de content. Un jour, 2 jours, le vieux dit s'en va. Donc Léon dit, mais ah papa, normalement tu étais venu au moins pour une semaine, ne peut pas dire non. Là, je m'en vais parce que j'ai quelque chose à faire. Donc Léon accompagne son père à la gare. Au moment où le vieux va maintenant pointer le car, son fils lui tend la main, et il tend la main à son fils, et tu vois, avec le doigt, il gratte dans la main de son fils. Il gratte dans la main, c'est-à-dire, il pas gratter pour faire mal, mais tu vois, il gratte un peu dans la main de son fils. Et le vieux s'en va. Dès que le Léon arrive à la maison, le lendemain, il doit reprendre le boulot. On lui dit que non, tu ne reprends pas de boulot d'abord. On lui donne une mise à pied. Après une mise à pied, ça devient maintenant un renvoi définitif. Et c'est là le vieux va dire que non. En fait, quand il est arrivé là-bas, la femme de son fils qui a accouché, il se rend compte que la femme aussi elle est dans la sorcellerie, parce que comme je dis là, entre eux, ils se reconnaissent. Donc c'est dans ça, comme il a vu que la femme que le fils a choisie pouvait aussi l'aider dans sa manœuvre, il n'a pas signalé à son fils que la femme avec laquelle tu es, elle est dans la sorcellerie, parce que pour lui, si à 2 au moins, ils peuvent arriver à atteindre le fils. Alors que non, l'enfant aussi, il avait commencé à prier et tout, donc du coup, le père n'arrivait pas. Et c'est ainsi que, au cours de la délivrance, le père va continuer ses aveux. Et moi, ce qui m'a choqué dans les aveux, il va avouer qu'il allait rendre visite à un de ses frères qui est à Abidjan. Et arrivé chez ce frère-là, il a trouvé les 3 enfants du frère en train d'étudier. Et pendant que les enfants sont en train d'étudier, il s'approche, genre par exemple, tu vas, les enfants, qu'est-ce que vous apprenez, tout ça. Et pendant que les enfants sont en train d'étudier, ils récitent leurs leçons, le vieux, il avale la voix des enfants là. Et avec la voix, il détruit leur intelligence. Donc, il y a un qui s'est retrouvé comme voleur, l'autre était dans la drogue, le 3e même était en prison.
Voilà, il y a des gens qui reconnaissent, qui disent que ça a déjà été raconté, effectivement. Donc, moi, comme j'ai tellement d'histoires, je peux m'être bourré un peu. Et du coup, c'est pour dire quoi? Souvent, on reçoit des gens, et ça, je le répète chaque fois, on reçoit des gens parce qu'on se dit que c'est de la famille. On ne jauge pas leur capacité spirituelle, bien leur inclinaison spirituelle. On les reçoit, et voilà comment 3 enfants de son propre frère, aujourd'hui, ont eu leur vie gâchée parce que il a reçu un frère de manière sans arrière-pensée, et par amour et tout. Donc, à un moment donné, il faudrait que on protège nos enfants. Avant de recevoir, il faut prier. Avant de recevoir quiconque, même pour un petit séjour, il faut prier parce que maintenant là, rien n'est anodin. Chacun peut détruire comme il veut et quand il veut. Donc voilà, c'est la première histoire. Je vais revenir tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Bonsoir à toute la famille DMG. J'espère que vous allez bien. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire de ma mère. Ma maman, à chaque fois qu'elle se réveillait, elle avait mal aux pieds. Soit son genou s'enflait, soit toute sa jambe s'enflait et tout. Donc elle faisait les petits médicaments traditionnels et tout, excusez-moi. Mais ça n'allait pas. Donc un jour, elle a fait un rêve. On avait un chien noir à la maison. Elle a fait un rêve que le chien l'a attaqué. Voilà, moi je suis musulmane. Quand on fait ce genre de rêve, on va chez les praticiens pour comment dirais-je, pour voir ce que ça veut dire en fait. Donc elle est partie chez le monsieur. Le monsieur lui a dit, quand tu fais un rêve où tu te bats avec un chien, un bœuf ou un mouton, ça doit être la sorcellerie. Donc le monsieur lui a donné une poudre. Il lui a dit, tu prépares la nourriture du chien et tu mets la poudre là-dedans. Si le chien mange, qu'il meurt, c'est que c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour le chien pour t'attaquer. Mais si le chien mange la nourriture et qu'il ne meurt pas, que tout va bien, c'est que c'est juste un rêve comme ça qu'elle a fait et tout. Donc elle a préparé la nourriture du chien et tout, et puis elle a mis la poudre dedans pour donner au chien. Donc après, quand le chien a mangé, le chien est mort. Donc nous tous on pleurait, et le chien, parce que c'était nos chiens préférés et tout, bien gros, bien noir. Donc c'est après qu'elle nous a expliqué que, excusez, le monsieur lui a dit, quand le chien va mourir, quand tu vas dormir, tu vas faire un autre rêve où la personne même qui s'est fait passer pour le chien va venir en réalité dans le rêve. Donc tu vas voir le visage de la personne. Donc le lendemain, elle a fait le rêve et elle a vu le visage de la personne. Elle nous a appelé, elle nous a fait asseoir. C'est là qu'elle nous a expliqué que son genou qui est enflé, là, c'était de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui voulait l'attaquer. Mais elle a vu le visage de la personne. Elle peut pas nous dire, mais faut qu'on se méfie des personnes de la famille. Faut qu'on ne mange pas le reste de la nourriture de mes tantes, mes oncles, ma grand-mère. Bon, je sais pas pourquoi elle a cité ça. Mes tantes, mes oncles, ma grand-mère. Donc, voilà, la morale de l'histoire est que quand vous faites un rêve, ne banalisez pas. Cherchez quelqu'un qui peut traduire ça pour vous, pour que vous puissiez comprendre en fait. Parce que c'est pas tous les rêves qui sont simples. Voilà, c'était mon histoire et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Marini. Coucou. Bonsoir Queen. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et toi-même? Ça va, merci. Je vais vous raconter l'histoire de ma maman. Excusez-moi si je raconte mal, je suis jamais montée, donc je reste toujours en commentaire. Ouais, je suis ivoirienne de la Côte d'Ivoire. Père à son âme. Ma maman est décédée en 2005. J'avais 10 ans, je me rappelle très bien. Et elle est morte de façon très mystique. De ce qu'on m'a raconté. Et jusqu'à présent, je ne touche pas de réponse.
Ma maman était une fois à la maison et elle a reçu l'appel de la meilleure amie à sa maman qui lui a dit au téléphone, toi tu crois que tu te caches quoi? Tu te caches pas. Hein? Et ma maman était tellement choquée de l'appel elle a dû raccrocher rapidement. Et après, elle est tombée gravement malade. Elle se retrouvait pas. Elle se retrouvait jamais. À chaque fois, elle tombe malade. À chaque fois, elle tombe malade. On sait pas elle a quoi. Et c'est comme ça, elle se soignait et tout. Elle avait un petit frère qui était là. Il n'avait rien. Et tout d'un coup, il dit il a mal à la tête. On va l'enterrer. Tu sais, chez nous, les musulmans, là, on nous enterre avec un pagne blanc. Ils ont dû changer le pagne 7 fois. Tellement il saignait. Pourtant, le gars, il n'avait rien. Il avait juste mal à la tête. Mais le jour de son enterrement, on était obligé de changer le pagne blanc à 7 fois. Donc, c'est comme ça, ma maman se retrouvait pas. Elle se retrouvait pas. On l'hospitalise à chaque fois à l'hôpital. Quand elle rentre, elle se retrouve pas. Les gens commencent à raconter comme quoi, excusez-moi, désolé, elle avait le sida. Les gens racontaient un peu de tout en fait, parce qu'on savait pas elle avait quoi. Ma maman dépérissait au point de mâcher avec un bois. Ma maman est très grande. Elle faisait peut-être 1m80 ou 79. Maman mâchait avec un bois à la fin, tellement elle n'arrivait pas à se redresser. Et pas fini, ils étaient obligés d'envoyer des monsieur à la maison pour prier sur sa tête. Parce qu'à chaque fois, elle criait qu'elle a mal à la tête. Elle criait qu'elle a mal à la tête. Et quand le monsieur finit de prier, quand il rentre, elle pleure. Donc, ils ont laissé l'histoire de l'hospitalisation. Ils l'ont envoyé chez un monsieur, un guérisseur, qui s'appelait Baba. Quand ils sont rentrés, le monsieur l'a consulté et tout. Et après, il a demandé à voir mon papa. Et il a dit à mon papa, si je te disais d'envoyer des millions, peut-être que tu vas te démerder pour envoyer. Mais franchement, ta femme, on peut plus rien faire pour elle. Parce qu'elle est déjà, excusez-moi, elle est déjà décédée. Donc l'argent que tu vas prendre pour la soigner là, il faut garder l'argent pour l'enterrer parce qu'elle n'est plus de ce monde. C'est ce que le guérisseur a dit à mon papa. Pendant ce temps, ma maman était en salle d'attente. Elle attendait de savoir ce que le monsieur dit. Est-ce qu'il va pouvoir la soigner et tout. Donc quand mon papa il a entendu ça, il était tellement choqué qu'il a commencé à pleurer. Il savait même pas comment aller vers ma maman pour lui dire de rentrer. Donc c'est ma tante qui est venue le consoler. Puis ils ont essayé de blaguer ma maman. Allons à la maison. Elle dit non, elle va pas. Elle veut rester chez le monsieur pour qu'il la soigne. Parce qu'elle se sent pas bien, elle se sent mal. Ils ont tout fait. Maman ne voulait pas rentrer à la maison. Donc c'est comme ça, elle est restée chez le monsieur quelques jours. Il a fait semblant de la soigner et tout. Mais bon, il avait déjà dit que c'était fini. Arrivé un moment à la maison, les messieurs qui venaient prier là, ils n'entendaient plus les cris d'une personne humaine. Ils entendaient ma maman bêler. C'est-à-dire, elle faisait des cris de mouton par moment. Tellement elle avait mal, elle crie. Tu entends crier après, tu as l'impression que c'est un mouton qui bêle. C'est comme ça, elle est restée là. Et puis, un matin, la maman a rendu l'âme. Et ce qui m'a le plus choqué, les gens racontaient que c'est ma grand-mère qui lui avait fait du mal. Parce que tous ces enfants décédaient mystiquement comme ça. Ils sont là, dans la rue, ils ont mal à la tête, on les enterre. Ils ont ri en fait. Et ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est que le jour de l'enterrement de ma maman, ma grand-mère est venue, elle ne pleurait même pas. Tout ce qu'elle a demandé ce jour à mon papa, elle dit elle veut prendre les affaires de mon papa pour envoyer au village, qu'elle va aller faire cadeau. Mon papa dit mais attends, on n'a même pas fini d'enterrer ta fille. Ta fille, elle a une fille, sa fille peut porter ses affaires après. Pourquoi tu viens et soudainement tu veux ses affaires? Attends qu'on finisse au moins de pleurer. Je me rappelle que ma grand-mère n'a même pas versé une goutte de larmes. Donc, cette histoire a été un peu choquante pour moi. C'est vrai, elle était petite, mais il me rappelle de la douleur de ma maman. Elle était tout le temps malade. Tout ce que j'ai comme souvenir d'elle, là, c'est sa maladie. Elle était tout le temps couchée avec son bois. Donc ça, je peux dire, c'est une histoire mystique.
Il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Mais je sais que ma grand-mère est tombée malade il y a 4 ans maintenant. Et ils ont demandé à ce que je parte la voir. Arrivée à l'hôpital, elle n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Elle n'arrivait même pas à me parler. Wow. Il n'arrive même pas à Condoléances. décrire. Merci. C'est gentil. Donc ça, je peux dire que c'est une histoire mystique. Mais la vraie vérité, il n'y a que Dieu qui la connaît en fait. Donc c'est un peu ça mon histoire. Merci à toi. D'accord. Merci beaucoup, Queen, pour l'histoire. Je vous en prie. Allô? Allô, Audrey, bonsoir. Bonsoir, comment va? Ça fait longtemps? Ouais, je vais très bien, merci. Et toi? Ah, ok. En fait, j'ai une petite histoire. Bon, enfin, j'aimerais savoir aussi ce que ça veut dire. Je veux avoir une... Si on peut un peu m'expliquer le rêve, ça remonte déjà. J'ai ma grand-mère avec qui... Bon, j'ai ma grand-mère, c'est la demi-sœur de ma défunte grand-mère. On vivait à l'époque au terrain familial. Une fois, une amie était venue j'avais même déjà raconté une histoire, mais je n'avais pas donné la suite de l'histoire. J'avais venu raconter l'histoire, le début de cette histoire-là. Je devais aller rendre visite à une amie, une collègue à moi, qui avait eu un panari, mais apparemment, après, on a dit qu'ils ont trouvé que c'était un fusil nocturne. Je devais aller la voir avec une autre collègue aussi. C'est comme ça que quand j'arrive chez elle, elle a Libreville en Boé. Elle habitait en Boé. Quand on arrive en Boé, comme on ne connaissait pas sa maison, on l'a appelée. Donc elle allait chez la dame qui lui faisait les soins. Moi, je ne savais pas que c'était un ganga. Comme ça que quand on arrive, enfin, on est arrivé en Boé, on l'a appelée. Elle me dit, oh, mais depuis le matin, je vous attends. Vous n'arrivez pas. Donc, moi, ils sont allés là où je fais les soins. Bon, vu que nous sommes venus, ils sont passés de chez nous pour lui rendre visite. Donc, on était obligé de la suivre où elle allait se faire, là où elle se fait traiter. Pour moi, pour nous, on savait qu'elle avait le panari, raison pour laquelle on a accepté le partir. Moi, je savais que c'était pour aller chez un marabout, je ne devais pas partir. Donc, quand on a commencé à marcher et tout, bon, pour moi, c'est que c'est le médecin. On va à l'hôpital. On va chez une infirmière, en fait. On a marché face à un temple. Je dis, oh, à quel niveau? Elle me dit, oh non, c'est la femme là qui me soigne. On ne pouvait plus faire des mythes assises. Ma collègue avec qui, bon, ma copine, elle s'est assise au coin. Moi, je me suis mise au milieu et l'autre, celle, la malade, s'est mise aussi à l'autre coin. Donc, pendant que nous étions toutes les trois assises, on l'a trouvée en consultation. Elle consultait des enfants. Il y avait des gens là au temple et tout ça. C'est ça qu'elle faisait à chaque fois. Elle parlait, dit un mot à l'enfant, à l'un des enfants qu'elle consultait. Elle avait une canne. Elle pointe la canne de là où nous étions toutes les trois assises. Bon, moi, ne la connaissant pas, elle est traite avec, peut-être qu'elle a, pour moi, je me disais qu'elle avait vu quelque chose sur, comment on appelle ça? On était là. Elle parlait un peu, elle pointe le doigt. Elle pointe sa canne sur là où nous étions assises. Elle parlait un peu, elle pointe. Pour moi, je me dis que bon, on ne se connaît pas. Et la consultation me dit non, je vais te parler, mais pour que je te dise ce que je vois sur toi, il faudrait que tu quelque chose. Je dis comment ça, vous dans notre famille, on tombe malade. Oui, je me suis un peu loin. Pour nous, quand quelqu'un est malade, on va directement, on va à l'hôpital. Si ça ne va pas, si l'hôpital ne peut pas traiter, on se rend à l'église. C'est l'éducation qu'on a eue. C'est depuis nos ancêtres. Et maman me disait que son grand-père, quelqu'un qui va chercher un marabout, chercher la vie, soit elle va enlever les habits ou elle meurt. Donc on a grandi moi j'ai grandi comme ça, c'est cette éducation que moi j'ai eue. Comme ça qu'elle me pointe, elle pointait. Après elle me dit, toi là, tu penses que ça c'est ton corps? Je tic. Après elle me dit, non, pourquoi là où tu habites, il y a le bruit comme ça, le sol est sale. Le sol où tu vis là, l'endroit où vous vivez là, le sol est sale. Je dis,
Moi, je ne sais pas, hein. Peut-être les fausses ou bien, je ne sais pas. Comme sur le terrain familial, il y a des grandes, enfin, il y a des grandes fosses. Ça, c'est des verses, enfin, ceux qui font les machins, qui utilisent de l'eau et autres là, des toilettes, il y a des fosses. Moi, je me dis que c'est la fosse parce que moi, je me suis jamais retrouvée dans un endroit pareil. Je me dis, ah, peut-être les fosses. Ça me dit non. Mais l'endroit est sale, il y a tellement le bruit et pourquoi? Et puis, quand tu as emménagé au terrain familial, tu ne faisais pas les rêves bizarres. Effectivement, je faisais des rêves où on me poursuivait avec l'enfant. Tout le temps, je faisais des rêves. On me poursuivait avec ma fille. Comme je n'ai qu'un enfant, chaque nuit, je faisais des rêves. Et ma première nuit, là-bas, ma fille ne dérangeait pas la nuit. Mais la première nuit que je passe là-bas, l'enfant a pleuré toute la nuit. C'est comme si elle voyait des choses. C'est comme si je ne sais pas. Donc, moi, je dis, non, oui, effectivement, moi, je fais des rêves. Elle me dit, non, c'est ton corps. Hein? Tu penses que c'est ton corps? J'ai dit, ah, c'est mon corps depuis que j'ai, enfin, ça, c'est mon corps après la maternité. Je suis restée comme ça. J'ai gardé ce corps-là. Elle me dit, c'est pas ton corps. Tu as les tuyaux qu'on t'a piqué et c'est dans ta famille même. Tu n'as pas un parent qui est comme machin. C'est un homme de Dieu, mais chez les catholiques. J'ai dit, si. Il me dit, justement, sa mère, c'est le travail que sa mère et lui font. Maman me disait, enfin, maman pour habitude de me dire que quand tu fais un mauvais rêve, tu cherches à repérer en fait la partie du corps de la personne que tu vois dans le rêve. Parce que la personne qui te poursuit dans la nuit, il ne te montre pas son visage. Parfois, il peut prendre le visage de quelqu'un d'autre. Donc, quand tu fais un mauvais rêve, tu cherches à repérer un endroit. Donc, je vois, j'ai repéré les pieds de la personne que je voyais dans les rêves. On me disait que la personne aussi n'est pas bien. Donc, on était là. À chaque fois, en fait, elle parlait. Après, elle me dit, non, on t'a piqué les tuyaux, on t'a mis les tuyaux au dos. Il y a même, ils ont un avion mystique. Et puis, ton sang leur sert de kérosène. Effectivement, moi, je fais, un temps, je prends quand même du poids, j'ai bonne mine. Un temps, je maigris. Un temps, en fait, c'est comme ça que j'étais quand je vivais là-bas. C'était comme ça, je sais que j'avais maigri, je ne ressemblais plus à rien. Quelqu'un qui ne me connaît pas ou bien quelqu'un qui n'est pas de ma famille, les gens doutaient même de moi, pensaient peut-être que j'avais la grande maladie. Une fois, je me rapproche d'un de mes oncles avec qui je parlais, il me dit, ah, je suis même allée, mon corps là, je ne comprends pas, je ne sais pas quelle maladie j'ai. Je suis même allée jusqu'à faire mon bilan, mais je ne vois rien. Mais il n'y a que le VIH qui peut faire maigrir quelqu'un comme ça, mais je n'ai pas ça. Mais je ne sais pas pourquoi je suis maigre comme ça. Et mon oncle me disait, non, ça va venir, c'est parce que tu n'es pas encore stable, ça viendra, ça viendra, ça viendra. C'est comme ça que je quitte le terrain familial, je vais vivre chez mon ami. Quand je vais vivre chez mon ami, pour un bon bout de temps, enfin, je vais dormir dans la nuit. Quand je vais dormir dans la nuit, je vois mon arrière-grand-père. Bon, je ne savais pas que c'était lui. Dans le rêve, la grand-mère avec qui je faisais la guerre. Comme mon arrière-grand-père, il avait plusieurs femmes. Donc, la grand-mère avec qui je faisais la guerre, en fait, elle et moi ne s'entendait pas. Et mon esprit est comme ça. Quand je t'apprête, je peux venir, en fait, quand je te vois au premier contact, je t'aborde. On est bien, on s'entend bien, je t'apprécie bien. Mais au bout d'un certain temps, mon esprit ne t'apprécie plus. Bon, moi, je ne t'apprécie plus. C'est maintenant les problèmes tout le temps. En fait, je n'ai même plus envie de te sentir. Je suis comme ça. Ça veut dire que la personne n'est pas claire. Et ma grand-mère, là, elle pratique. Pour elle, elle fait la fièvre, c'est le marabout. Elle fait machin, le marabout, petit truc marabout. C'est l'éducation qu'elle a eue de sa mère. C'est comme ça que je fais le rêve. Je vois un homme âgé, une bouille que je ne connais pas, même la photo même de mon arrière-grand-père, je n'ai jamais vue. Je ne sais pas comment, en fait, je n'ai pas vu. Je vois un homme dans le rêve. Il me crie dessus, il me dit, toi, Audrey. Il m'appelle, toi là. Hein? Bon, je vais t'envoyer. Va dire, c'est comme ça qu'elle cite le nom de sa fille. Mais elle cite le nom de sa fille. Va dire à telle. Tu lui dis que la vie qu'elle mène là, en tout cas elle-même là-bas, ce qui va l'arriver, si elle continue dans ça, et ma grand-mère en question, là, sa fille en question, est malade, elle a des problèmes de pieds, elle n'arrive même plus à marcher, elle devient bizarre, même elle avait les asticots sortaient même de ses pieds, les maladies bizarres. Donc, il me dit, va lui dire que la vie qu'elle mène, les choses qu'elle fait, elle n'avait qu'à continuer à faire, si elle n'arrête pas. Moi, j'ai dit à mes enfants que c'est l'église, mais la route qu'elle, le chemin qu'elle emprunte là, ce qui va l'arriver, tu lui dis, en fait, c'est avec un ton impératif,
Tu vas lui dire, oh, mais elle et moi, le courant ne passe pas, on ne s'entend pas. Je suis même parti de là-bas, chacun passait sa route. En fait, on vivait comme deux inconnus. Il me dit, tu sais pourquoi je t'envoie, donc tu vas lui dire que la vie qu'elle mène, la genre avec les menaces et tout. Moi, je me mets à pleurer, je dis que, ah, mais comment tu peux m'envoyer? Mais je ne vois pas le visage de la personne, c'est que c'était un homme costaud, grand de taille, noir. Tu lui dis, je dis, ah, mais je ne peux pas lui dire, je ne peux pas parler avec elle, je ne sais pas comment, je vais lui dire, elle va forcément m'attaquer, des trucs comme ça. Il insiste, me dit, non, je sais pourquoi c'est toi que j'ai choisi. C'est comme ça que enfin, quand le jour se lève, je suis même allée au travail. Donc, pendant que j'étais au travail, ça m'est revenu en flash. Moi, je dis, ah, oui, au revoir mon bébé. C'est comme ça que ça me revient en flash. C'est comme ça qu'après, j'ai appelé la tante de maman, qui est d'ailleurs ma bonne grand-mère. C'est elle qui nous a vraiment, enfin, c'est elle qu'on considère comme la grand-mère. Elle nous prend aussi comme ses petits-fils. Comment que je l'appelle? Comment on s'appelle, copine? J'ai dit, ah, copine, j'ai fait un rêve là, j'ai vu un homme. Après, je lui ai demandé, mais ton père était comment? C'est comme ça qu'elle m'a décrit comment était son père. Ça correspondait au monsieur de mon rêve. C'est comme ça qu'il me dit, c'est comme ça que je lui demande, elle me demande, il y a quoi? J'ai dit, ah, j'ai fait un rêve, hein, comme ça, mais toi, tu connais le tempérament avec ta soeur. Tu sais que le courant ne passe pas. Je lui ai expliqué le rêve, elle me dit, oui, c'est de mon père. Mais dans le rêve, je n'ai même pas fini d'expliquer le rêve tellement je suis embrouillée. Mais dans le rêve, quand il a fini de me menacer, le monsieur a fini de me menacer comme ça, quelque temps après, je vais rendre visite à maman. C'est dans le rêve. Je vais rendre visite à maman. Donc, je vais lui rendre visite comme ça. Et après, elle est passée à la terrasse de maman. Je dis, ah, tiens. On m'a envoyé chez toi, hein. Bon, c'est du genre, elle est passée, mais elle était déjà passée. Et je la voyais maintenant de dos. Donc, elle se retourne. Comme pour dire, tu t'adresses à qui? Elle et moi, c'était le feu. Le vrai feu. Si elle fait même que quand elle passe, si elle passe chez maman, à la maison devant la maison de maman, que j'étais bien tentée de rire avec quelqu'un, elle va se dire que c'est elle, c'est fini, je me moque d'elle. Donc elle se retourne avec la rage, comme pour dire que tu t'adresses, c'est à moi que tu t'adresses. Elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que tu me veux? Je dis, ah, c'est comme ça, on m'a envoyé chez toi, c'est un monsieur comme ça, je ne connais pas son nom, je ne le connais pas. Il m'a dit que la vie que tu t'adresses à qui? Tu parles à qui comme ça? Et subitement, pendant qu'elle parlait, j'ai regardé le sol. C'est comme s'il y avait c'est comme si elle était genre, comme quand tu es, comment on appelle ça? La fosse, quand la fosse septique est pleine et qu'on enlève la dalle là. Donc c'est comme si elle se retrouvait à cet endroit où il y avait que les excréments, la merde. Elle se retrouvait à un endroit comme ça, elle était debout sur cet endroit-là, pendant qu'elle me parlait. Tu t'adresses à qui? Elle vient maintenant vers moi pour me faire la bagarre. De toute façon, elle m'avait bastonné dans le rêve, hein, bien bastonné. Après, je suis même montée, comment on appelle? En fait, c'était la maison était en étage. Donc, je monte même à l'étage. Elle me suit, la belle me frappe. Elle m'avait bien bastonné dans le rêve. Mais après, j'ai expliqué à ma grand-mère. J'ai dit à ma grand-mère que, ah, voilà. Elle me dit que, ah, tu sais que les choses là, tu peux peut-être parler à sa petite soeur. C'est elle qui est quand même bien, qui comprend, elle est compréhensive, mais elle, tu connais son comportement. Donc, il faut, bon, moi-même, je vais voir comment je peux lui parler. J'ai fait le rêve là déjà une fois. J'ai encore fait le rêve 2 fois. J'ai encore fait le rêve là récemment, ça fait pas longtemps. Il m'a dit, Audrey, tu peux faire un résumé s'il te plaît, ça devient un peu long. Voilà. Il m'a toujours dit la même. Il m'a dit, non, je t'ai envoyé, mais tu n'as jamais fait ce que je t'ai demandé de faire. Mais moi, j'ai envie d'aller lui voir. Mais elle, je ne sais pas comment elle va prendre ça. Et pourquoi c'est à moi que ce monsieur est venu parler, a dit qu'il a 16 enfants qu'il a connus. Moi, il ne me connaît pas. Moi, c'est ce que j'aimerais savoir en fait. Raison pour laquelle je suis là en fait. Donc c'était un peu ça mon histoire. Allô? Ok. Et tu as pu avoir comment on appelle ça? Tu as vu quelqu'un pour expliquer ton rêve là? J'ai expliqué déjà à ma grand-mère, enfin, à la petite sœur directe de la mère de maman. Comme le grand-père, l'arrière-grand-père, il avait plusieurs femmes. Là maintenant, celle chez qui il m'a envoyé, c'est le côté rival. C'est la fille de la rivale de mon arrière-grand-mère. Oui.
Donc, Je vois les c'était gens un dans peu les ça. commentaires là, qui laissent des commentaires là. Tu peux essayer de lire les commentaires, s'il te plaît. D'accord. Allô, Bonsoir DMG. bonsoir. Oui, comment tu vas? Très bien, toi-même. Non, ça va. Ouais, je voulais juste raconter une petite histoire. C'est une histoire qui m'a été racontée par mon oncle. Donc, il m'avait expliqué quand il était à l'université. Quand il était à l'université, il étudiait il faisait des études pour être ingénieur. Et après, il avait un de ses professeurs, un docteur à l'université et tout. Le monsieur l'aimait bien, l'appréciait bien à chaque fois. Ils restaient, ils échangeaient et tout. Et un jour, le monsieur l'appelle dans son bureau et le monsieur lui dit, tu sais, je vais te donner un nom, un nom d'emprunt. Par exemple, Bernard, il dit, tu sais, Bernard, ce monde-là, tu peux être intelligent et tout, mais pour aller loin dans la vie, pour avoir de l'argent, pour devenir quelqu'un, il faut aussi avoir, comment dirais-je, un côté spirituel et tout, parce que le monde, c'est un monde spirituel avant d'être un monde physique. Et là, mon oncle, il dit, mais moi, je suis chrétienne, mes parents m'ont appris à aller à l'église, à prier Dieu, donc je suis pas intéressée par ce genre de choses. Le monsieur lui dit, mais non, ça ne va rien faire, parce que ce monde, même si tu es intelligent et tout, d'autres portes pour s'ouvrir, il faut venir, il faut un peu toucher des choses. Si tu veux, moi, je peux devenir ton parrain. Moi, je peux être ton parrain, je peux te parrainer et tout. Ça ne va rien faire. Mon frère a dit, ah, monsieur, franchement, moi, je suis pas intéressée. Franchement, moi, ma mère m'a toujours appris que non, la prière, c'est la base de tout, quoi. Donc après, mon oncle, il est parti. Il n'a plus fait attention à ça et puis commencé à éviter le professeur. Et après, un an après, le monsieur est décédé d'une façon bizarre. Il était dans son bureau et tout. Le monsieur, il a juste ouvert le tiroir de son bureau. Le professeur a crié, il a lancé un cri. Dès qu'il a crié comme ça, il est tombé, il est mort sur place. Donc, le temps que sa secrétaire arrive, on voit le monsieur, il est déjà décédé. Donc, d'une façon mystique, en ouvrant juste le tiroir, on ne sait pas ce qu'il avait vu, qui a fait en sorte qu'il puisse mourir. Donc, c'est un peu ça ma petite histoire. Ah, ça. Merci beaucoup pour l'histoire, Vivi. De rien, bye. Allô? Bonsoir, user. Bonsoir. Bonsoir. DMG. DMG, pardon. La voix m'est familière. Oui, c'était familier. Je t'ai envoyé beaucoup d'audio. Bon, tu sais, je suis au quotidien tous les numéros. Bon, je n'ai jamais vu passer. Bon, c'est pas grave. Je sais que il y a beaucoup d'affluence et c'est ce qu'on cherche. De toute façon, on ne doit pas se décourager et nous vous encourageons. Je suis aux côtés de l'oncle Sam. Je suis africain. Je préfère taire le nom de mon pays, mais c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Bon, d'abord, je tiens à encourager tous tes followers. Et c'est pas facile de venir narrer son propre histoire aux yeux du monde. Et toi-même, que Dieu te protège. Parce que nous ne savons pas, dans la nuit, si tu te retrouves seul, si tu reçois des attaques par rapport aux dénonciations, on ne sait pas. En fait, Donc, nous devons tous diriger nos prières vers toi aussi. Que Dieu te donne longue vie et te protège. merci, merci. Ok. Bon, j'ai plusieurs histoires, mais je vais prendre un. Ça remonte en 2010. C'est une histoire que j'ai vécue comme ça. Donc, je peux intituler cette histoire mystique, voir un esprit à l'œil nu
en plein soleil. Donc, je vais l'intituler ainsi. Bon, j'ai un oncle qui est décédé. Et l'oncle, lorsqu'il est décédé, bon, nous sommes tous musulmans. Et son enterrement doit se faire, puisque après la retraite, il a choisi d'être un chef religieux du côté du nord du pays. Et après son intronisation, il a fait peut-être 5 à 7 ans. Et il décédait. Donc, nous allons procéder à l'inhumation. Et c'est ainsi, puisque vous savez, quand nous musulmans, nous mourons, c'est le même jour. Maintenant, comme il a été chef traditionnel, ils ont exigé que son enterrement doit être fait dans le cimetière des dignitaires. Bon, juste là, on n'avait pas vu, on n'avait rien vu venir. Et c'est ainsi, donc il fallait se déplacer de notre ville au village là, à près de 400 km. Donc, c'est comme ça que nous avions fait un cortège et nous nous sommes rendus avec le corps dans le cimetière. Donc, c'est dans ce cimetière, nous sommes partis, parce que nous sommes déjà, nous savons comment l'enterrement se fait du côté des musulmans. Donc, nous sommes allés, avant qu'on arrive là-bas déjà, bon, puisqu'ils étaient au courant, c'était à l'ère des téléphones cellulaires, mais il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Donc, avant qu'on ne vienne, et ils ont creusé une sorte de puits. Et c'est dans ce puits que l'enterrement doit se faire. Donc ça représente la tombe. On a dit, mais comment? Il dit, mais un grand musulman comme lui se fera enterrer de cette façon? Ah, nous avions opposé un non catégorique. On a dit jamais. On a commencé par pleurer. On dit non, que c'est une humiliation, tout ça là. On a dit, mais il est d'un chef religieux. Donc, et quand vous appartenez à ce secte, à votre mort, c'est ici qu'on enterre et c'est la façon qu'on vous enterre. Maintenant, nous avons dit jamais, nous n'allons pas accepter que notre oncle soit enterré de cette façon. Et c'est ainsi, GMJ, ils ont dit, bon, comment vous voulez? Je dis, mais comme nous faisons, nous musulmans. Maintenant, nous qui sommes partis là-bas, il n'y avait pas des gens requis pour creuser une tombe à la façon de l'inhumation des musulmans. Tu vois, non? Maintenant, ils nous ont envoyé ceux qui avaient creusé le puits là, comme tombeau là. On les a donné quand même la piste comment ça va se faire. Et ils ont fait, ils ne connaissent pas comment ça se fait du côté des musulmans. Mais c'est ainsi que ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Mais on était tous mécontents, on dit que ben, c'est pas bon, on ne pouvait rien. Et c'est ainsi, on était là, nous avions quitté de notre ville après la prière de l'aube. Donc ça va 6 heures du matin et nous sommes rendus dans le village vers 11 heures.
Donc, en même temps, nous étions déjà au cimetière à 11h30, nous étions déjà là. C'est ainsi quand nous faisions l'enterrement d'MG. Voilà le côté mystique de l'affaire. On était là en plein soleil. Et c'est ainsi, il y a une femme qui sort dans le cimetière là, de nulle part. De nulle part. Nous étions à peu près une vingtaine dans le cimetière. Mais elle est sortie de nulle part et elle était comme les anciens hommes là. Vous voyez, comme ceux qui ne portent pas de vêtements, ils cachent seulement leur partie génitaux. Et c'est comme ça, et elle était noire, ses dents étaient noires. Et elle venait, elle criait, elle ricanait. Et elle parlait d'une voix démoniaque. Pour dire, elle parlait dans notre jargon, parce qu'on comprenait la langue. Mais elle parlait ça avec une voix démoniaque. Elle dit, que c'est mon mari qui est venu, que c'est mon mari qui veut être enterré, on doit nous enterrer ensemble. DMG, viens nous voir dans le cimetière. Il y a d'autres qui sont même tombés évanouis dans le cimetière là. Bon, moi, je n'ai pas eu peur. Puisque j'étais un fan, parce que même dans les cinémas, j'aime des films d'horreur, vous voyez. Mais maintenant, ici, nous étions devant la réalité. Et elle était comme celle comme une charbonnière, excusez-moi s'il y a des choses, c'est une façon de parler. Et il y a d'autres même qui ont fui même nous laisser dans le... À l'époque, c'était des téléphones. C'est des photos que les téléphones avaient. Ouais, on peut faire photo. Mais le temps là, j'ai fait la photo. J'ai fait la photo, mais bon, ça fait longtemps. Et DMG, c'est là où vraiment la partie horrible de cette histoire. La femme est sortie de nulle part et elle dit que on doit les enterrer. Et les deux hommes qui étaient requis pour creuser la tombe là, ces deux hommes ont dit que non, que c'est comme ça se fait. Que on doit voir, on ne doit voir par où elle est venue, ni même si elle veut partir, on ne va pas la revoir. Elle va disparaître sans que même quelqu'un ne s'en rende compte. Qu'elle est venue pour qu'elle soit enterrée avec son mari. Je dis, ça veut dire quoi ça? Et effectivement, lorsque les gars là étaient en train de lui expliquer ça, elle a disparu. On ne l'a plus vue. Mais j'avais pris la photo. Mais en son temps, il n'y avait pas de, qu'on appelle les boîtes pour save là, il n'y avait pas ça à l'époque. Ouais. Mais je ne savais pas si avec Android, si ça pouvait la prendre, parce que elle était venue en plein soleil comme ça. Et je vous jure, il y a l'aîné même de l'enfant de notre oncle qui voulait se faire enterrer. Elle est tombée évanouie dans le cimetière. Donc, pour couper le coup, on était là et la femme a disparu, on ne sait plus par où elle a pris. Donc, c'est pour dire que oui, c'est bon. Quand, surtout, nous, musulmans, quand on va à la retraite pour se donner un peu de, qu'on appelle de visibilité, on aime dire qu'on veut être dignitaire, ou bien non, ou bien roiteleur, ou bien quoi. Donc voilà la fin de ce qui est arrivé à mon oncle. Donc au DMG, je vous jure que ce jour-là, c'était la première fois que j'ai vu un esprit. Et c'était pas dans la nuit, dans la journée. Mais à midi pile. À midi pile. Donc voilà mon histoire. Il y a un jour, j'écoutais, il y a une dame qui dit que pour nous qui sommes en Occident, de ne pas croire que nous sommes à l'abri de la sorcellerie ou bien quoi que ce soit là. Le jour là, j'ai noté. J'ai eu une histoire
mais je n'ai pas encore finalisé cette histoire. Je vais revenir pour cette histoire. Et cette histoire me concerne moi-même. Je vous jure, c'est vrai. Quand on dit la sorcellerie est digitalisée, elle est vraiment digitalisée. Donc, oui, je dis que ce qui se passe, vraiment, il faut que la prière soit intense. Il faut des invocations. Il faut aussi vraiment que Dieu nous protège. C'est vrai. Il y a, et tout ce que vous entendez, ce que les gens racontent là, c'est vrai. Mais il y en a d'autres dans les commentaires, ils font semblant que, bon, c'est vrai, ils n'ont pas encore vécu ça. S'ils n'ont pas vécu, hein, ils ne peuvent pas croire. Vous voyez, non? Ils ne peuvent pas croire. C'est comme quelqu'un qui a dit, un Libanais en Côte d'Ivoire qui ne croyait pas, et le jour, et le propriétaire de la maison l'a giflé, donc il s'est rendu compte. Mais c'est comme ça. Donc, il y a DMG, je ne vais pas monopoliser la parole. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et j'encourage les gens de s'abonner, de liker, de partager. Je crois que c'est chaque mercredi, ou bien? Mercredi et vendredi. Ah, vendredi à quelle heure? Toujours même 20h. 20h, heure du Cameroun? Oui, heure du Cameroun. Ah, donc ça fait 13h ici. Ok, donc je vais... Merci. Et ça dure pour combien de temps? Ou bien ça n'a pas une durée? Jusqu'à minuit. Ok, oh, c'est bon, d'accord. Je vais... D'accord. Sinon, je suis de ton premier numéro, j'ai même presque terminé. Même si je dors, c'est avec ça, je dors. Donc, merci. D'accord, merci. Allô? Allô? Oui, bonsoir DMJ, bonsoir à toutes les personnes qui écoutent. Alors, j'ai une toute petite histoire, ce n'est pas la mienne et en plus, je l'ai suivie ce soir. Du coup, je vais vous en parler parce que je me dis que ça peut édifier d'autres personnes. Alors, je suis rentrée tout à l'heure du travail et je me suis rendu compte qu'il y a une amie qui m'avait ajouté dans une story privée. Donc, j'ai écouté la story et elle parlait d'une cousine à elle qui est récemment décédée de manière mystique. En fait, la jeune fille, elle n'avait que 18 ans, elle venait d'avoir son bac et on lui a dit qu'on allait commencer la procédure pour qu'elle vienne continuer ses études supérieures en France. Donc, comme toute jeune fille, elle allait à l'université de Douala. Je ne sais pas si j'ai le droit de donner le nom. Elle a juste été inscrite comme ça pour qu'elle ne reste pas à la maison en attendant que ses papiers sortent et qu'elle voyage. Donc, elle, sachant ça, elle allait à l'école, mais pas vraiment. Donc, elle séchait les cours. Elle disait qu'elle était à l'école, mais elle partait dans d'autres endroits. Elle gérait sa vie. Et quand la famille se plaignait de son comportement, ma copine qui a donc fait la story privée disait que non, à qu'à laisser là, elle vient d'avoir le bac, que vous-même déjà, vous savez que vous êtes trop strict, donc laissez-la souffler, surtout qu'elle sait qu'elle va bientôt voyager. Donc, je comprends qu'elle ne soit pas à fond dans ses études parce qu'elle-même, ma copine, elle était à sa place. Elle a eu le bac et elle aussi, elle est venue, donc elle n'était pas trop à fond dans ses études au Cameroun. Juste que à l'université, sa petite cousine, pardon, elle a rencontré un groupe de filles. Le genre de filles que vous êtes toutes étudiantes, mais elles vivent. C'est-à-dire, elles ont les derniers téléphones, les appartements, elles voyagent. Donc, la petite toute naïve s'est rapprochée d'elle, leur disant que, bon, j'aimerais être comme vous, dites-moi comment vous faites. Sachant que, déjà, il faut le dire, c'était une petite qui ne manquait de rien. Elle avait son argent de baigner, elle était bien, quoi. Mais elle voulait plus. Donc, elle s'est rapprochée vers les filles qui lui ont dit, ok, si tu veux savoir comment nous, on fait pour être comme ça, on te donne rendez-vous tel jour, à tel endroit, et tu viens. Elle a dit, ok, elle est sortie de la maison, elle est partie au rendez-vous, et à ce qui paraît, on lui aurait donné des conditions là-bas. Elle a mangé de la viande humaine. Genre, elle savait que c'était de la viande humaine, mais elle a mangé, elle a bu du sang et elle devait ramener chez elle un œuf.
Elle devait rentrer, ne pas regarder derrière et amener le feu à la maison. Bref, on lui a donné plein de conditions et elle a accepté. Ça veut dire qu'elle était consciente de ce que ça devait engendrer et ce qu'elle faisait. Et on lui a dit qu'en contrepartie, au bout d'1 semaine, on va te donner ou bien c'est 4 millions, ou bien c'est 5 millions. Bref, tu auras l'argent que tu veux. Elle a dit OK. Elle a ramené le feu à la maison. Juste que le délai d'attente qu'on lui a donné est passé. Maintenant, donc, elle repart vers les filles que vous m'avez demandé de faire si, ça. J'ai fait. Je nourris votre œuf chaque jour. Je pense qu'elle devait verser le lait sur l'œuf ou un truc comme ça. Et vous ne m'avez pas encore donné mon argent. Et les filles commencent à ne plus donner suite. Donc, le temps passe. Elles se sont blessées dans son ego parce qu'elle a fait des trucs vraiment qui sont pas humains. Donc, elle voulait son argent. Donc, elle a commencé donc à menacer les filles. Que je vous connais, vous m'avez amené, je connais votre groupe. Donc, si vous ne me donnez pas mon argent, je vais vous balancer et tout, je vais dire et tout, nanana, je vais tout gâter. Et les filles ont dit que, OK, vu que tu vas entrer en compétition avec nous, on va donc te montrer. 2 jours plus tard, la fille a commencé à délirer DMG. Elle a commencé à délirer. Quand elle marchait, elle avait l'impression qu'on l'appelait. Donc, elle se tourne, elle entend son nom, mais elle se tourne, elle ne voit personne. Et ça a commencé à évoluer. Elle a même commencé à faire des crises de folie. Et je tiens à mentionner que la petite, elle est orpheline. Donc, c'est un enfant qui est dans la famille. Comme ça, elle a eu son bac. On s'est juste dit qu'on va mettre les moyens pour la faire voyager. Elle a commencé à délirer, à avoir des hallucinations, au point où elle a commencé à crier le nom de sa mère, de dire à sa mère que ouais, maman, tu es décédée et tout. Mais te voilà, au lieu de reposer en paix, te voilà qui est en train de venir combattre pour ma vie. Non, maman, laisse-moi et tout, repose-toi et tout. C'est moi qui ai cherché, c'est moi qui ai trouvé. Elle est tombée malade, commencé à délirer, mais vraiment, même pas en 3 semaines, hein, ça s'est passé très vite. Et un jour, elle se lève, donc elle commence à crier que oh, je vais confesser. C'est là où dans la matinée, elle a donc raconté l'histoire, qu'en fait, elle est comme ça aujourd'hui. Et on croyait qu'en fait, c'était les gens de la famille qui savaient qu'elle allait voyager, qui voulaient en fait tuer l'enfant. Donc, voilà, ça faisait déjà des problèmes dans la famille. Mais après, elle a confessé, elle a dit qu'en fait, tout ce qui est en train de lui arriver aujourd'hui, c'est de sa faute. Elle a juste voulu être comme ses amis X et Y. Et elle allait faire des choses qui ne sont pas dignes. Et aujourd'hui, elle est en train de juste de payer les pots cassés. DMG, elle a confessé comme ça hier matin. Hier soir, elle est décédée. Donc, depuis hier, là, ma copine est mal. Elle s'en veut parce qu'elle se dit que quand l'enfant ne partait pas à l'école, on lui disait en tant que grande soeur que regarde ta petite soeur. Elle disait que non, laisse-la, laissez-la, et toi, viens voir le bac. Donc, elle culpabilise. Elle se dit que si sa cousine est morte, c'est de sa faute. Parce qu'elle, en tant que grande soeur, elle aurait pu la recadrer, lui dit de ne pas faire certaines choses. Mais elle a laissé, elle validait le truc. Voilà qu'aujourd'hui, la petite, elle est décédée. Elle est décédée vraiment et elle n'a pas pu donner le nom des filles qui l'ont amenée dans ça. Et ça s'est passé quand même, je me suis dit, dans une université que tout le monde connaît. Donc, si vous avez de la famille là-bas ou vos amis, dites-leur seulement de faire attention parce que le dehors est vraiment gâté. Donc, c'était ça la petite histoire que j'avais à raconter ce soir. Merci beaucoup, Miss. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée.